Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbih. Je continue donc par exposer ce cours très résumé de mécanique analytique. Je suis maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire ce que j'ai nommé mécanique hamiltonienne. Ça commence à partir du chapitre 3, formalisme de Hamilton. Alors, nous savons que la fonction de Lagrange, L, est une fonction de QI, des coordonnées généralisées QI, des vitesses généralisées Q.I et éventuellement du temps. Elle dépend donc de ces variables. Dans ces conditions, nous avons défini le moment conjugué PI associé à toute coordonnée QI par la dérivée de L par rapport à Q.I. Donc, toute coordonnée généralisée, on peut lui associer un moment conjugué PI, dont la nature a été définie avant, selon la nature de la coordonnée généralisée considérée. Mais je sais que qu'à toute coordonnée généralisée, on sait lui définir un moment conjugué PI. Il est possible donc de trouver une fonction que l'on va nommer fonction de Hamilton, qui est de même nature que la fonction de Lagrange L, dans laquelle on va permuter la coordonnée Q.I par son moment conjugué PI. Alors, d'après la transformation de Legendre vue avant, mais qu'on n'a pas rappelé ici, la fonction de Hamilton H va dépendre automatiquement donc des QI, des PI, éventuellement du temps, c'est-à-dire qu'on a remplacé Q.I par PI, parce que toutes les coordonnées QI ont un moment conjugué PI. Et donc vous avez H qui dépend donc des coordonnées et des moments, et éventuellement du temps. Il est défini comme étant égal à la somme des produits des variables échangées, c'est-à-dire de PI avec Q.I, parce qu'on a changé QI par PI, donc c'est la somme de ces produits-là, moins la fonction originale, L. Il est clair donc que H et L vont être de même nature. Ce sont des fonctions énergétiques. De plus, on va voir par la suite que toutes les propriétés de symétrie, etc., liées à L se retrouvent dans la fonction H, et particulièrement, par exemple, une coordonnée cyclique et les constantes du mouvement. Alors, de cette manière donc, si j'écris la différentielle de H à partir de cette expression, je vais avoir D de H est égal à somme sur I des PI D de Q.I plus somme sur I des Q.I D de PI, donc c'est la différentielle de ce produit, moins la différentielle de L, et la différentielle de L comme une fonction à plusieurs variables et par dérivation composée, on va avoir donc somme sur I de D rang L sur D rang QI D de QI plus D rang L sur D de Q.I D de Q.I moins vous avez donc ce moins là qui va se retrouver ici, D de L sur D de T dt. Bien. Alors, on va faire rentrer, on va remplacer D de L sur D de QI par P.I d'après les équations de Lagrange, et D de L sur D de QI par PI. Et on a alors cette égalité-là.
Il est clair donc que ce terme-là, somme des PI dq point I, va être annulé par ce terme. Il reste alors ce terme-là, que je retrouve ici, moins ce deuxième terme que l'on trouve là, moins d rond L sur d rond T dt. Donc la différentielle de H s'exprime en fonction des différentiels des moments, des coordonnées et éventuellement du temps. Ce qui veut dire que la fonction H dépend uniquement des variables Q, P, T. C'est-à-dire qu'elle dépend de 2n variables et éventuellement du temps. N variables qui sont les coordonnées généralisées et les n autres variables, ce sont les moments conjugués, éventuellement du temps. Donc H dépend de 2n plus 1 plus une variable. Le temps, c'est la deuxième énième, le temps, c'est la variable qui complète 2n plus 1. Alors, ces variables-là, Q et P, ce sont des coordonnées généralisées, ce sont les coordonnées généralisées avec leur moment, qui sont des variables conjuguées. Ils sont canoniquement conjugués, comme on va l'expliquer tout à l'heure. La différentielle de H conduit aux équations canoniques suivantes, c'est-à-dire que Q point I est égal à d rond H sur d rond PI, d'après cette expression, et P point I est égal à moins d rond H sur d rond QI, très bien. Donc ces deux équations, on les appelle les équations canoniques. Ce sont les équations du mouvement. On les appelle aussi les équations de Hamilton. Ce sont des équations du premier ordre. Il n'y a que la première dérivée par rapport au temps. De plus, ici on a n équations du premier ordre et là on a n équations du premier ordre. C'est-à-dire qu'on a 2n équations du premier ordre comme équation du mouvement. Contrairement à la fonction de Lagrange, pour laquelle on obtient n équations mais du deuxième ordre. Donc ici, Hamilton a diminué l'ordre de dérivation, mais il a augmenté le nombre d'équations. Mais ces équations-là, ce sont les équations du mouvement. On les appelle les équations canoniques ou bien les équations de Hamilton. Bien. Il est clair donc d'après cette expression aussi que la dérivée de h partielle de la fonction h par rapport au temps est égale à moins d rond L sur d rond T. Et on peut à partir de cette expression montrer que la dérivée totale de h par rapport au temps, c'est aussi la dérivée partielle de h par rapport au temps. Donc on a cette expression-là qui est valable. Elle est très importante parce que je comprends tout de suite que lorsqu'elle est indépendante explicitement du temps, ça veut dire aussi que h est indépendant explicitement du temps, et ça veut dire aussi que la dérivée totale de h par rapport au temps est égale à 0, c'est-à-dire que h est une constante. En mécanique, cette constante, c'est l'énergie totale du système. C'est l'énergie cinétique plus la fonction potentielle ou l'énergie potentielle selon la définition associée à V. Donc, c'est l'énergie mécanique totale du système. Bien. Donc, en résumé, on sait à partir de la définition de H obtenue à partir de la transformation de Legendre, nous avons écrit la différentielle de H et nous avons obtenu les équations canoniques. Et nous avons obtenu aussi que si elle est indépendante explicitement du temps, alors H est une constante du mouvement. Mais bien.
On va faire un petit exemple dans lequel on va éclaircir ce genre de choses. Considérons alors un point matériel M de masse petit m qui est en mouvement sous l'action de son poids dans le plan X, O, Z avec OZ orienté vers le haut. Donc le point M est en mouvement dans un plan. Donc les degrés de liberté, on a 2 degrés de liberté parce qu'il n'y a pas de contrainte. Puisqu'on a 2 degrés de liberté, les coordonnées généralisées, donc on va les prendre X et Z, ou bien on peut prendre R et θ si on veut, mais on va prendre X et Z dans notre travail ici, et je sais que l'énergie cinétique s'écrit sous cette forme et l'énergie potentielle sous cette forme-là, parce que l'axe OZ est orienté vers le haut. La fonction de Lagrange, donc, est donnée par l'expression suivante. Mézières. Les moments conjugués Px, c'est d rang L sur d rang x point est égal à mx point, et Pz, c'est d rang L sur d rang z point est égal à mz point, ce sont des quantités de mouvement, parce que c'est x et z sont des coordonnées axiales. Donc on a 2 moments conjugués, le moment conjugué associé à la coordonnée généralisée x, et le moment conjugué associé à la coordonnée généralisée z. La fonction de Hamilton est définie comme étant le produit des coordonnées des vitesses généralisées par les moments conjugués moins la fonction L. Et je sais que d'après l'expression de L que H est une constante. On écrit alors, on peut arriver alors au fait que H est égal à Px au carré sur 2m plus Pz au carré sur 2m plus Mgz. Il est clair ici que la coordonnée x est une coordonnée cyclique, comme on l'a vu dans le Lagrangien. Donc H conserve cette propriété de faire apparaître les coordonnées cycliques. Bien. Donc on a la coordonnée, on a la fonction H qui dépend des coordonnées généralisées et des moments conjugués associés à ces coordonnées. Les équations canoniques s'écrivent de manière générale sous la forme suivante. Alors, on va écrire alors x point est égal à la dérivée de h par rapport à px, qui donne donc ce résultat, et z point est égal à pz sur m, et p point x est égal à 0, ça parce que px est une constante du mouvement, p point z est égal à moins mg. Je dérive donc h par rapport à la coordonnée généralisée z et j'obtiens donc moins mg. On a donc 4 équations à résoudre, c'est très simple. La résolution donc dépend des conditions initiales. Très bien. On peut montrer que ces équations, ces 4 équations-là, permettent de remonter aux équations que l'on va obtenir avec le Lagrangien. Donc je dérive x point par rapport au temps, je vais obtenir x de point est égal à p point x sur m, et p point x, je peux le remplacer par sa valeur et j'obtiens donc 0, donc x seconde est égal à 0. La deuxième équation, c'est z de point est égal à p point z sur m. Je remplace p point z par sa valeur et j'obtiens donc moins g. Donc, ce sont les équations que l'on va obtenir, que l'on peut obtenir à l'aide du Lagrangien. Bien. Voilà donc pour cette partie de Hamilton, de l'équation de la fonction de Hamilton. On a associé à cette fonction de Hamilton dans ce chapitre un deuxième paragraphe dans lequel on va parler du crochet de Poisson et des constantes du mouvement. Le crochet de Poisson, donc, c'est un outil mathématique très utile en mécanique analytique et en physique de manière générale. Considérons alors 2 observables f et g associés à l'espace des phases, c'est-à-dire qui dépendent donc des coordonnées QI et PI. Alors, le crochet de Poisson de f et g, par définition, est égal à somme sur i du produit
de dériver de f et de g par rapport à la première f, ici, en respectant l'ordre, je dérive tout d'abord f par rapport à la coordonnée QI, multiplié par la dérivée de la deuxième fonction, c'est g, par rapport au moment conjugué à QI, moins, j'inverse les variables, je dérive f par rapport à pi fois la dérivation de la dérivée de g par rapport à QI. La somme de ces produits différences me donne donc le crochet de Poisson. Bien. Ça, c'est la définition du crochet de Poisson. Donc, si H est l'hamiltonien du système, je vais maintenant faire le crochet de Poisson de QI avec H. Le crochet de Poisson de QI de Q avec H, je dérive QK, ici j'ai mis l'indice K, je dérive QK par rapport à tous les QI, multiplié par la dérivée de H par rapport à PI, c'est-à-dire la définition ici, moins la dérivée de QK par rapport à PI, fois la dérivée de H par rapport à QI. Alors, j'ai appliqué ici exactement la définition en remplaçant F par QK et G par H. Et j'obtiens donc ce crochet-là, l'expression du crochet de QK avec H. Alors, je sais que les coordonnées généralisées QK avec les moments conjugués sont des coordonnées indépendantes, donc ce terme est égal à 0. Il me reste alors ce terme. Je sais que la dérivée des QK par rapport à QI est égale à 1 si I est égal à K, est égal à 0 dans le cas contraire. Donc cette dérivation est égale à 1 uniquement lorsqu'I est égal à K. Donc je vais obtenir comme résultat de cette sommation D de H sur D de PK. Le voilà ici. Donc le crochet de Poisson de toute coordonnée généralisée QK avec H est égal à Q point K. C'est-à-dire qu'on a obtenu, on vient de voir que, parce que D de H sur D de PK est égal à Q point K. Une autre façon d'écrire les équations canoniques à l'aide du crochet de Poisson. Donc, Q.I est égal à QIH et P.I est égal à PIH. Ce sont les équations canoniques. Bien. Voilà donc pour comme résultat fondamental que l'on obtient à partir du crochet de Poisson. De plus, la dérivée totale de f par rapport au temps, je peux montrer qu'elle est égale au crochet de Poisson de f avec h plus la dérivée partielle de f par rapport au temps. Voilà la preuve, elle est expliquée ici. Donc la dérivée totale de f par rapport au temps s'écrit sous cette forme-là. Et j'ai d de QI sur d de t qui est Q.I qui est égal à d de h sur d de PI. Et d de f et d de f et d de PI sur dt qui est P.I est égal à moins d de h sur d de QI. Il est clair donc que ceci représente le crochet de Poisson de f et de h, donc plus la dérivée partielle de f avec le temps. Si je prends f est égal à h, je vais obtenir le crochet de Poisson de h avec h qui est 0, plus d rond h sur d rond t. C'est-à-dire, on retrouve ici la propriété déjà vérifiée avant, que la dérivée totale de h par rapport au temps est égale à sa dérivée partielle. H donc possède cette propriété, c'est que sa dérivée totale par rapport au temps est égale à sa dérivée partielle par rapport au temps. C'est-à-dire que h est une constante lorsqu'il est indépendant explicitement du temps. Bien. Cette propriété-là, comme on va le voir ici dans le théorème, montre que toute fonction f
Et on peut la considérer comme intégrale première si sa dérivée totale est égale à 0, c'est-à-dire s'il vérifie ce produit, cette équation-là. Il doit, c'est-à-dire que sa dérivée partielle par rapport au temps plus le crochet de poisson de f avec h est égal à 0. Bien. Dans le cas où la fonction f est indépendante explicitement du temps, on peut vérifier que c'est une intégrale première, vérifier uniquement cette équation, c'est-à-dire faire son crochet de poisson avec h. Si le crochet de poisson de f avec h est égal à 0, et si f est indépendante explicitement du temps, alors f est une intégrale première. Bien. Certaines propriétés du crochet de poisson, c'est qu'il est antisymétrique, donc l'ordre d'application de la définition est très importante. On va dire alors que le crochet de poisson est antisymétrique. Il vérifie aussi cette relation-là, qui est la bilinéarité du crochet de poisson, parce que j'ai pris les fonctions f, g1 et g2, et j'ai multiplié g1 par lambda 1 et g2 par lambda 2, et j'ai fait le crochet de poisson de f avec cette somme-là. J'obtiens ce résultat-là. Bien. En conservant donc l'ordre. Lambda 1, crochet de poisson de f avec g1, plus lambda 2, le crochet de poisson de f avec g2. Lorsque je dérive un crochet de poisson, donc c'est comme si je dérive le produit de deux fonctions, je fais le crochet de poisson de f, de la dérivée de f par rapport au temps avec g, plus f, le crochet de poisson de f avec la dérivée de g par rapport au temps. Bien. Si je fais le crochet de poisson de toute coordonnée généralisée avec une fonction f, elle est égale donc à d rang f sur d rang pi. Le crochet de poisson de f avec pi, avec les moments conjugués, est égal à d rang f sur d rang qi. Donc cette propriété-là est très importante. Les variables canoniques QI et PI vérifient les propriétés suivantes, c'est-à-dire que le crochet de poisson entre deux variables, entre deux coordonnées généralisées est égal à 0, et le crochet de poisson entre deux moments conjugués est égal à 0, mais le crochet de poisson d'une coordonnée avec un moment est égal à delta et j, c'est-à-dire il est égal à 1 lorsque je fais le crochet de poisson de toute coordonnée avec son moment, il est égal à 0 si le moment considéré n'est pas le moment conjugué associé à la coordonnée avec laquelle je fais le crochet de poisson. Bon, delta et j est expliqué ici. Une propriété aussi, c'est cette propriété donc de l'identité de Jacobi, dans laquelle j'ai ce crochet de poisson ici. On a utilisé une permutation circulaire des fonctions et je fais la somme est égale à 0. Si f et g sont deux intégrales premières, alors le crochet de poisson est aussi une intégrale première. C'est le théorème de Poisson. Mézien. Donc, à partir de deux intégrales premières, d'après ce résultat-là, d'après le théorème de Poisson, on peut toujours obtenir une autre intégrale première. L'intérêt de cette intégrale première n'est pas cette intégrale première obtenue dans ce résultat peut être utile ou n'est pas utile, n'a pas d'importance physique pour le sujet. Bien, donc voilà, à partir de seulement ce qu'on peut retenir, c'est que à partir de deux fonctions
qui sont des intégrales premières, on peut obtenir une troisième, ainsi de suite. C'est-à-dire une infinité, mais ce n'est pas là le problème, parce que des fois on obtient des intégrales premières qui sont sans intérêt. Bien, je vous remercie. Wassalamu alaikum.